avec ça, on est live. Alors, bonjour tout le monde, bonjour à notre chère audience et bonjour, chers speakers. Merci à tout le monde pour être avec nous aujourd'hui. On est très heureux. On est très heureux de vous avoir avec nous dans l'AI Africa Week, qui est donc l'événement de Orange Digital Center, la première édition de l'AI Africa Week. Et juste pour vous donner une idée avant de commencer, Orange Center réunit dans un même lieu un ensemble de programmes gratuits allant de la formation des jeunes sur les dernières technologies, en passant par l'accompagnement des porteurs d'idées de projets, jusqu'à l'accélération des startups et investissements dans ces dernières. Tout cela dans le but de l'employabilité des jeunes et encourager l'entrepreneuriat. Chaque Digital Center comprend une école du code, un Fab Lab solidaire, un accélérateur de startups Orange Fab et Orange Ventures Africa, le fonds d'investissement du groupe Orange. Alors là, ça c'est intéressant. Pourquoi? Car il y a ODC dans plusieurs pays. Du coup, pour ceux qui sont en train de nous entendre là, ça peut être intéressant de checker l'Orange ODC de votre pays et pourquoi pas travailler avec. Donc, il y a, comme je vous ai dit, une école du code qui est un centre technologique libre, accès totalement gratuit, qui propose des formations, des événements d'accompagnement pour les développeurs passionnés de nouvelles techno et porteurs d'idées de projets. Il y a aussi le Fab Lab solidaire, un atelier de fabrication numérique pour créer et prototyper avec des équipements numériques qui s'adresse à aussi ce type de public, mais cible également les jeunes sans diplôme et sans emploi. Orange Fab et Digital Ventures Africa sont les programmes qui ciblent quant à eux les entrepreneurs. Donc, s'il y a des personnes, si on a des entrepreneurs qui sont en train de nous entendre là, ça pourrait être intéressant pour vous. Et le premier, qui est Orange Fab, c'est un accélérateur de startups qui accompagne les plus prometteuses dans le développement commercial et les aide aussi à construire des partenariats commerciaux avec le groupe Orange et le réseau mondial de 17 Orange Fab. Quant au second, Digital Ventures Africa, c'est un fonds d'investissement doté de 50 millions d'euros qui finance les startups innovantes des pays du continent africain et de la région du Moyen-Orient. Donc, du coup, Orange Digital Center, qui organise aussi cet événement-là, AI Africa Week, vise à créer des synergies entre tous ces programmes. Donc voilà, juste pour vous donner plus d'idées, on a donc le programme de Digital Center, il est déployé dans 3 pays, donc dans Tunisie, Sénégal et Cameroun, et ça va être bientôt déployé dans 15 autres pays. Je vous laisse les surprises je vous laisse les surprises après. Et revenons là, donc je vais présenter un peu. Donc AI Africa Week, c'est un événement de 5 jours de conférences en ligne gratuits du 25 au 29 janvier. Donc là, aujourd'hui, on est dans le 3e jour. On a eu déjà 2 jours de fun, 2 jours de conférences de haut niveau, du contenu qui a été modéré par mes chers amis Franck et Marouane. Et donc, le réseau des Orange Digital Center, il organise la première édition des Africa Week, donc des cas d'usage, des ateliers pratiques autour de l'IA, donc un très grand trend là, l'IA, par un grand nombre d'experts nationaux et internationaux du groupe Orange, Orange Business Service, Business Decision et différentes filiales MEA, Madagascar, Sénégal, Maroc, Tunisie, Jordanie, Égypte, Mali et Cameroun. Autour de AutoML, Open Data, Black Box, set de données, cloud computing, quantum machine learning. Il y a tellement de choses, il y a tellement d'informations. Donc, il y a tellement de choses intéressantes à voir, il y a tellement de contenu intéressant qu'on va explorer ensemble. Alors, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, c'est la 3e journée. On va parler des algorithmes derrière l'intelligence artificielle. Donc, la première journée a été dédiée à l'intelligence artificielle en tant que concept, overview pour les personnes qui viennent découvrir. Hier, avec le modérateur Marouane, on a vu la data qui est la composante principale de l'intelligence artificielle et sans la data, on ne pourrait pas avoir de l'IA. Et aujourd'hui, on va parler des algorithmes, les algorithmes de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Car il y a en fait un très grand changement de paradigme entre les algorithmes avant et l'intelligence artificielle moderne qui est le machine learning et deep learning. Et on va essayer aujourd'hui avec mes chers speakers de voir la différence et comprendre aussi pourquoi il y a eu ce changement. Alors, sans plus tarder, commençons la 3e journée de AI Africa Week. Et là, on va commencer le premier panel qui s'appelle AI Paradigm Shift, From Algorithms to Maths, et où j'ai le plaisir d'avoir avec moi 4 speakers,
On a Monsieur Emin Boujida, Data Scientist chez Data TJ du Maroc. On a aussi Monsieur Armand Cablon, responsable team Data Science et IA Orange Côte d'Ivoire. Aussi Patrice Enzi, expert Data Science et IA. Et Daniel Jaha, Data Scientist aussi, tous les trois de Orange Côte d'Ivoire. Monsieur Emin, Monsieur Armand, Monsieur Patrice et Monsieur Daniel, je vous souhaite le bienvenu et merci d'être avec nous. Merci. 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 Alors, commençons directement. Là, pour les paradigmes l'IA, l'intelligence artificielle, il y a encore ce problème, il y a encore ce questionnement qui se dit, voilà, l'intelligence artificielle, c'est encore le if-else, c'est encore des heuristiques, des règles qu'on fait manuellement, il n'y a pas vraiment d'intelligence derrière, c'est pas ça. Est-ce qu'on peut ensemble changer ça et montrer à notre chère audience que ce n'est pas le cas? Monsieur Emin, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre l'IA traditionnelle et l'IA moderne? Oui. Donc, il faut noter déjà que la programmation classique, c'est des maths aussi, mais juste c'est plus de l'algèbre booléenne. Par contre, là, on parle d'un autre type de programmation basée sur des mathématiques, mais plus de l'analyse. Donc, on a plus des fonctions, des dérivations, et ainsi de suite. Donc, si vous me permettez, je partage mon écran pour me référer de quelques slides que j'ai préparés pour essayer de vous convaincre justement de cela. S'il vous plaît. Je pense que l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Si on pourrait donner le droit de partager l'écran à Monsieur Emin, s'il vous plaît. Il a quelques slides intéressants à nous montrer. Pendant ce temps, vous pouvez donner une petite overview de ça. Vous avez dit que c'est encore, même la l'IA traditionnelle, elle est basée sur les mathématiques. On peut par exemple regarder, OK, on peut diviser l'IA sur trois domaines principaux. Donc, trois domaines principaux. Donc, on a premièrement la programmation classique, donc le if-else, qui a commencé bien longtemps avec le programme d'MIT, ELISA et d'autres. Par la suite, on a les statistiques et le troisième domaine, c'est neuroscience, machine learning, deep learning, etc., qui est le plus tendance actuellement, le plus attirant. Donc, comment on peut... C'est bon là? Vous avez accès maintenant. Okay. Donc, je devrais donner moi aussi des autorisations de partage. Donc, c'est bon, vous le trouvez? Est-ce que c'est possible de rejoindre la conférence parce que je devrais donner une autorisation à Zoom de partage d'écran? Je devrais quitter et rejoindre la réunion vite fait. Oui, pas de problème. Donc, je vais le faire rapidement. Hop. Pas de problème. Alors, pendant que M. Emile revient, donc il va nous parler de la différence entre l'intelligence artificielle d'avant et là. Est-ce que vous avez des remarques à dire sur cela, M. Patrice ou M. Daniel? Je pense que oui, la présentation donnée par Amine sur le fait que l'intelligence artificielle a plusieurs disciplines, c'est une présentation intéressante. Donc, on attend de voir en fait la suite pour comprendre en détail qu'est-ce que l'IA a de différent vis-à-vis des méthodes classiques de règles, et ainsi de suite. On a tous Donc, vu... attend d'avoir tous les inputs d'Amine avant de pouvoir rajouter quelque chose. On a tous vu les slides de Emile et du coup, voilà, on est très impatient de les revoir avant de donner notre propre feedback. Ça marche. OK, donc c'est bon. Je peux partager mon écran? Oui, normalement. Voilà. Donc, je ne sais pas comment je peux cacher ça. C'est bon. Donc là, en fait, on a une petite représentation des différents domaines interférents dans l'intelligence artificielle. Comment on peut voir un if-else simple comme de l'intelligence artificielle? En fait, pour faire simple, on peut définir l'IA comme tout moyen visant à simuler l'intelligence humaine. Donc, par exemple, vous entrez dans une direction, il y a un monsieur qui vous dit bonjour ou bonsoir. On peut simuler cela par un module qui va tout simplement regarder si l'heure elle est inférieure à 10 heures et dire bonjour, supérieure à 21 heures et dire bonsoir. C'est un programme d'IA très simple, mais qui n'est pas vraiment intelligent. Il ne sait pas vraiment s'il fait jour ou il fait soir. Maintenant, on passe au deuxième domaine qui est les statistiques. Vous connaissez tous
les machines des pharmacies, par exemple, où vous montez, on vous donne votre poids et votre taille. Imaginez maintenant que vous descendez, la machine vous dit merci monsieur ou merci madame. Ça veut dire, ah, peut-être cette machine elle est intelligente, mais, ou bien elle a une caméra. Mais en vérité, en fait, c'est juste qu'elle a vu un échantillon large, représentatif, de poids et de taille d'hommes et de femmes, et elle a pu vous classifier. Et puis le troisième domaine, qui est le plus intéressant, c'est neuroscience, deep learning et ces neural networks qui sont inspirés du fonctionnement du cerveau humain. Donc, pourquoi la programmation classique if-else ne suffit pas? Donc, j'ai préparé un petit use case pour essayer de vous convaincre de cela. Donc, imaginons une banque qui veut développer un programme qui va décider si le sujet est capable de rembourser son prêt ou pas. Donc, entre parenthèses, on est actuellement à une exploitation très, très inefficace des données du monde entier, à moins de 5%. Et on revient. Donc, cette banque, voulant augmenter un peu cette exploitation, s'est décidé de se baser sur 4 types d'informations récoltées sur leurs clients pour décider si ce monsieur aura le prêt ou pas. Donc, voici un exemple. On va essayer de voir si on peut le faire avec if-else. Et par la suite, on passe à une méthode plus efficace, qui est bien sûr une méthode dans les deux domaines qui sont colorés ici. Donc, on revient, voici un tableau. Les colonnes sont les suivantes. Nombre d'enfants, situation familiale, salaire, secteur d'activité. J'essaie de segmenter les 4 colonnes pour faire simple. Donc, la première colonne, elle fait 4 cas possibles. Deuxième, 5. La troisième, 2 cas possibles, couple ou célibataire. Et quatrième, 4 tranches de salaire différentes. Donc, déjà, avec ce cas, qui est vraiment très simple, on a 160 cas possibles. Donc, je ne sais pas s'il existe quelqu'un qui va s'amuser à coder 160 cas possibles. Imaginons qu'il existe. La formule générale, en fait, en fonction des features qu'on va ajouter, colonne, ça tend exponentiellement direct vers l'infini. Personne ne pourra coder 1 million de if-else. Par contre, un banquier, par exemple, en fin de carrière avec 40 ans d'expérience, il pourra nous être trop utile. Pourquoi? Parce qu'il a vu énormément d'échantillons. Donc, il pourra simplifier les cas qui ne sont pas importants et ne garder que les bons cas. Maintenant, imaginez avec moi si on avait un banquier qui est là depuis l'histoire des banques, depuis qu'on a commencé à enregistrer des historiques, avec plus de 100 ans d'expérience, avec une centaine de banques en parallèle dont il a travaillé, et donc peut-être plus de 10 000 ans d'expérience. Eh bien, vous l'avez deviné, c'est l'IA, particulièrement ces deux volets-là. Et le troisième, c'est bon, on a vu que ne fait pas l'affaire. Déjà, entre parenthèses, j'ai coloré en fait le software qui est responsable sur ce coloriage-là. En fait, il utilise de l'IA, mais c'est plus dans l'image processing. Donc, pourquoi et comment ça marche? Parmi en fait, les raisons les plus principales pourquoi l'IA marche, c'est les patterns, les régularités. En fait, nous, en tant qu'êtres humains, notre comportement est prédictible sur de larges échantillons. En fait, là, j'ai fait les deux énoncés, deux parmi mes théorèmes que j'apprécie beaucoup. Ce ne sont pas les miens, pardon, des théorèmes que j'apprécie beaucoup. Donc, c'est la loi des grands nombres, qui est un théorème crucial dans le machine learning, et qui dit, grosso modo, que la moyenne empirique, elle tend vers l'espérance dans le cas, le plus notre échantillon est plus large, le plus la moyenne empirique, elle tend vers la moyenne de l'espérance. Ce que veut dire ça, en fait, déjà, ça appuie l'importance des big data, premièrement. Et deuxièmement, il nous dit aussi que même si sur de petits échantillons, le comportement peut sembler aléatoire, sur de grands échantillons, on peut trouver un pattern. Deuxième théorème, c'est celui de Fourier, qui dit que chaque fonction elle peut être décomposée en somme de sinus et de cosinus. Donc, chaque comportement, n'importe quelle complexité il a. Là, on regarde le Joker qui a été dessiné juste avec une somme de vecteurs de sinus et de cosinus qui ont des fréquences vraiment bien définies. Donc, très simple, mais avec l'ensemble pour construire un tableau qui est complexe. Et puis là, on a par exemple... Et puis, une autre raison, c'est que nous, en tant qu'être humain, on est moins intéressé par ce qui est aléatoire, ce qui n'a pas de sens. Donc, j'imagine que si vous avez le choix entre ces deux tableaux, dans votre chambre ou dans votre salon, normalement, vous allez choisir celui-là. À moins que si vous ressemblez à ce monsieur. C'est une petite blague. Donc,
finalement, j'ai fait une petite simulation d'un neural network très simple qui est la régression linéaire. Donc là, on a un dataset qui fait une simulation de la satisfaction versus le income, le salaire. On va entraîner un modèle qui est très simple. Donc, parmi les patterns les plus connus, justement, c'est le comportement linéaire. Donc, on va essayer de modéliser ce comportement. Déjà, on a fait un scatter plot ici. On voit qu'il y a une sorte de croissance un peu linéaire entre les deux axes. Donc, on va essayer de modéliser ça par une droite. Y égale à AX plus B. Le weight, c'est W. Ici, le bias. Et finalement, c'est le résultat. Par la suite, on va voir comment notre modèle il prédit. Et on va pénaliser les erreurs pour par la suite ajuster. Les deux paramètres qu'on peut contrôler ici, c'est le B et le W. Donc, on peut ajuster le B et le W en fonction de... la vidéo n'arrive pas à se lire. Désolé. Non, pas de problème. En fait, j'ai fait une petite simulation du gradient descent, mais... Je pense que vous devez sortir du plein écran. Oui, je suppose. J'ai fait une petite simulation du gradient descent. Je vais essayer quand même de la vous montrer en vidéo. En fait, donc voilà, on va pénaliser l'erreur en fonction voilà. En fait, le seul paramètre les deux paramètres, c'est le coefficient directeur de la droite. Donc, on va le changer. La machine, elle va le changer elle-même jusqu'à ce qu'elle s'approche à cette distribution. Donc, je vais essayer de vous montrer rapidement pour passer la parole. Voilà, OK. Heureusement, j'ai fait ce backup. All right. Donc là, on regarde le gradient descent, c'est un algorithme très intéressant dans le machine learning. Et comment ça s'effectue? Donc vous voyez, le paramètre, il est à chaque fois changé, l'erreur, elle est calculée, et la machine, elle regarde si elle est bien proche du comportement ou pas. Et à chaque fois, le moment où on commence à s'approcher, vous allez remarquer que les pas, ils deviennent en ralenti jusqu'à ce que la machine s'arrête et te dit, voilà, c'est ton modèle, il est prêt, tu peux prédire avec, en fonction du income, le taux de satisfaction des gens. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Non, là, c'est bon. En fait, je pense que c'est donc la reconnaissance de patterns automatique. Donc, c'est un algorithme de trouver les patterns qui sont quelque part dans la data. Ce n'est pas à l'humain de faire ça, c'est bien ça? Exactement, oui. Et du coup, ça réussit des fois à trouver des patterns que même les humains eux-mêmes ne peuvent pas. Justement, en fait, l'exemple tout à l'heure, on a dit un banquier de 40 ans d'expérience. Là, on a une machine qui a vu peut-être tous les prêts qui ont eu lieu dans l'histoire. Donc, c'est juste question d'expérience. La machine, elle peut voir plus que nous, mais l'humain, il reste plus intelligent que la machine. Donc, le plus on peut simuler l'intelligence humaine, le plus on peut profiter de ce fait que la machine, elle agit très, très rapidement. Et là, on voit les quantum computers qui arrivent et qui vont encore révolutionner ça à nouveau. Donc, en fait, c'est ça l'avantage dans la machine, c'est qu'elle voit plus de samples que nous, on peut voir. Et du coup, ça devrait en fait être vu comme un outil de collaboration. Alors là, les personnes, les humains, en fait, certains humains du moins, ont peur que ça va remplacer les humains et que voilà, il n'y aura plus d'humains au travail. Ben non, en fait, c'est juste que l'humain aura des tâches encore plus intéressantes à faire. La machine, elle va s'occuper de toutes ces tâches que les gens n'aiment pas. Donc, peut-être on aura dans le futur plus de gens qui aiment leur boulot que maintenant. Donc, tous les tâches répétitives, toutes les tâches risquées. Vous savez, par exemple, l'incendie qui a eu lieu à Notre-Dame de Paris, il y a eu une intervention des robots pour ça. Donc, c'est toutes les tâches répétitives qui ne nécessitent pas un certain niveau de réflexion, elles vont être déléguées à la machine, ce qui est bien. Et peut-être on parle aussi d'un salaire universel pour les gens, donc pour comme ça augmenter un peu plus la créativité, etc. Et voilà, donc aussi dans le domaine artistique, la machine n'est pas aussi performante que l'être humain. En fait, on est encore loin du temps où la machine, elle va carrément remplacer l'être humain, je pense. C'est plutôt des tâches, je suppose. Comme on va voir après dans vos propres use cases, c'est des tâches spécifiques que l'IA peut prendre à la place de l'humain pour être plus efficace.
Oui, voilà, c'est un bon détail en fait, parce que moi, par exemple, je peux reconnaître des objets, je peux interpréter le son. Une machine, encore, on trouve cette difficulté, par exemple, à moins qu'il ait des modules. Voilà, moi, j'ai le même cerveau et qui fait les deux tâches, les trois tâches. Donc, la machine, on a des modules, un module pour la reconnaissance vocale, un module pour la reconnaissance faciale. On n'arrive pas encore à faire un neural network qui peut agir des deux et s'adapter, se réentraîner. Et ça, c'est un peu ce qui est fascinant dans nos cerveaux. Exactement. Alors, on a une question, mais je vais laisser après à Monsieur Daniel. Cette question, c'est bien spécifique à vous. Donc, on va continuer pour le moment. Alors, Emine, vous pouvez continuer la présentation si vous avez encore plus à nous montrer. Oui, bien sûr. Euh, Donc là, on est arrivé à voir que c'est en fait c'est une base mathématique, pas une base d'algorithmique comme on a discuté, avec des algorithmes comme la régression linéaire qui est basée sur une méthode d'optimisation mathématique. oui, je peux m'approfondir davantage dans cet exemple, par exemple. Donc là, on a fait. En fait, on voudrait bien un peu avancer car on a encore on veut aller après dans l'efficacité du machine learning avec Monsieur Daniel. Donc, le temps presse. D'accord, donc je cède la parole à Daniel. En fait, plutôt, ce que j'ai voulu vraiment appuyer dessus, c'est quant à l'efficacité de cette slide-là, la régression linéaire ou plutôt la cost function, l'optimisation par modèle mathématique. Donc là, j'aime bien ce slide si on peut la laisser, car je veux rebondir sur ça et demander à monsieur Daniel si ou bien Patrice, je ne sais pas qui veut bien répondre à cette question, mais euh, quant à l'efficacité de cette méthode, jusqu'à how much, donc comment dire, combien c'est efficace. Donc, est-ce que c'est vraiment efficace et on peut utiliser ça sur n'importe quelle tâche ou il y a des limitations? C'est quoi les limites de machine learning quant à l'efficacité? Merci Elias. Donc, merci Amine. C'était une très belle présentation parce que ça permet de rentrer dans la compréhension côté technique de l'AI. Ce que je peux rajouter par rapport à la présentation d'Amine, c'est que généralement, on a deux types de machine learning. C'est dans le sens où on peut avoir des données comme par exemple, on a dit un banquier qui a 1000 ans d'expérience. Donc, le banquier, il a par exemple les prix. Donc, les prix, c'est des outputs, en fait. Et il a plusieurs inputs et il peut prédire le prix à une date donnée. Et dans ce cas, il y a des algorithmes qu'on appelle supervisés qui permettent de répondre à ces problématiques-là. En l'occurrence, la régression linéaire est une des catégories. Et dans le cas où, par exemple, on a des données, on peut avoir, par exemple, des textes, des vidéos, et vraiment, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on va faire avec ces textes ou ces vidéos. Et justement, il y a une autre approche du machine learning qui permet d'adresser ces problèmes-là en essayant de faire une étude et puis derrière faire sortir certaines caractéristiques qu'il peut avoir dans ces données-là. Donc, pour rebondir sur la question d'Elias, quelle est l'efficacité de ces algorithmes? Dans quelles conditions on peut dire que les algorithmes de machine learning sont efficaces? Donc, généralement, les algorithmes de machine learning, jusqu'au siècle dernier, n'étaient pas très efficaces pour certains types de tâches. Donc, elles étaient efficaces pour les tâches, par exemple, de prédiction jusqu'à un niveau, ou des tâches de classification, à savoir dire si est-ce qu'il va pleuvoir ou pas. Bon, ça, c'est juste un cas simple, en griffe simple, dans le sens où en sortie, on a une valeur binaire, soit 1 ou 0. Donc, dans ces cas-là, c'était assez efficace. Et récemment, depuis l'avènement du deep learning, avec essentiellement le fait que deep learning a montré son efficacité sur la reconnaissance de chiffres et ainsi de suite. Donc, on est allé à un stade supérieur où on a des prédictions qui s'approchent de la prédiction humaine, en fait, même parfois qui dépassent la prédiction humaine. Et donc, les algorithmes de machine learning peuvent être efficaces à l'heure actuelle dans pratiquement tous les cas de prédiction.
Donc, lorsqu'on parle de prédiction, ils sont pratiquement très efficaces et même parfois plus efficaces que l'humain dans la prédiction. Dans la reconnaissance d'images, il s'approche de l'humain parce que l'humain a une faculté de détecter rapidement ce qu'il y a dans une image. Et donc, c'est l'humain qui est en fait un benchmark dans la reconnaissance d'images, en fait, en quelque sorte. Et ensuite, dans tout ce qui est langage, à savoir la traduction ou l'interprétation ou savoir le sens d'une phrase, ainsi de suite, c'est aussi performant. Parfois, tout dépend du set de données. Donc, un algorithme de machine learning, généralement, est efficace lorsque, premièrement, on a beaucoup de données, parce que c'est en quelque sorte l'énergie pour alimenter l'algorithme. Si on n'a pas beaucoup de données, on n'est pas sûr de prévoir quelque chose d'efficace. Deuxièmement, on a faire le maximum d'optimisation possible parce que généralement, lorsqu'on détermine les paramètres d'un algorithme, il faut pousser l'algorithme très loin en définissant des métriques. Donc, les métriques, ça peut être, entre autres, par exemple, savoir si l'écart entre la vraie valeur et la valeur définie par l'algorithme n'est pas trop grand. Donc, l'algorithme peut être efficace si on optimise au maximum les paramètres. Et pour optimiser les paramètres, il y a des méthodes d'optimisation. Et tout à l'heure, Amine parlait du gradient descent en faisant la simulation. En fait, ce que l'algorithme fait, c'est juste se rapprocher le plus possible de la valeur réelle, en fait. Donc, juste pour résumer, l'algorithme peut être efficace dans plein de cas. Et dans les cas où l'algorithme a été déjà défini, on peut être aussi amené à le faire évoluer. Donc, soit premièrement, si l'algorithme se dégrade au fil du temps parce qu'on a de nouvelles données dont l'algorithme n'arrive pas à prédire les nouvelles valeurs. Donc, dans ce cas, on est obligé d'intégrer les nouvelles données pour faire en sorte que l'algorithme on va dire, s'améliore. Ça, c'est un cas. Et puis, dans le cas également où on n'a pas atteint la performance d'un benchmark qui peut être un humain, par exemple, on est amené aussi à améliorer l'algorithme en faisant, comme on a dit précédemment, en augmentant le nombre de données, mais aussi en utilisant d'autres algorithmes plus performants. Et en l'occurrence, si on parle de la classe de deep learning, des algorithmes de deep learning, ils sont généralement beaucoup plus puissants que les algorithmes de simple régression linéaire ou de classification. Mais par contre, cela demande une performance, une machine, une performance de calcul en fait plus importante. Donc, voilà ce que je peux dire en termes d'efficacité du machine learning. Il y a beaucoup à faire en fait dans ce domaine. Et donc, on peut dire que même tout ce qui est AutoML permet d'adresser sur l'efficacité des algorithmes de machine learning parce que l'AutoML, en gros, adresse les problématiques de réapprentissage et d'amélioration continue de l'algorithme. D'accord, merci beaucoup, M. Patrice, pour cette intervention. D'ailleurs, vous avez en fait évoqué un point très intéressant, qui est en fait que finalement, les algorithmes de machine learning et d'IA, en fait, ils sont en train de modéliser une donnée quelconque qu'on va lui donner nous-mêmes. Du coup, si notre donnée elle-même n'est pas représentative, bah, du coup, on ne va pas avoir quelque chose de représentatif à la fin. Du coup, voilà, du coup, on peut faire le cross avec hier, on va en parler de la data, et qui dit que, OK, l'IA n'est aussi bien que la qualité des data qu'on lui donne. Sinon, on ne peut pas avoir des algorithmes très avancés qui peuvent vraiment nous aider. D'ailleurs, en parlant de ça, donc déjà, merci Emine pour votre présentation. Vous pouvez enlever si vous voulez le partage. Merci beaucoup. D'ailleurs, là, je pense que c'est intéressant de donner à notre chère audience de vrais exemples de use cases, de où vraiment l'utilisation de machine learning en utilisant donc une vraie data au lieu des heuristiques, if, etc., a donné de meilleurs résultats. Je suppose que là, vous avez plusieurs use cases que vous pouvez partager avec nous. C'est bien ça? Oui, alors, dans ce cas, est-ce qu'on pourrait avoir une idée sur les projets que vous avez utilisés, c'est des use cases en utilisant le machine learning? Je ne sais pas si Monsieur Daniel voudrait bien commencer à nous montrer un premier use case. OK. Effectivement, sur les use cases qui utilisent le machine learning, au niveau de Orange Côte d'Ivoire, effectivement, il y a une pléthore de use cases qui sont adressés. Et entre autres, le domaine de l'énergie. Alors,
vous savez bien que les secteurs des télécoms ont cette problématique, comment optimiser la consommation énergétique de tous les équipements réseau. Donc, tu peux aller dans un État, dans un pays où tu te retrouves avec des milliers de stations BTS qui fonctionnent 24 heures sur 24. Et cela représente une charge importante pour les entreprises. Et à côté de cela aussi, à côté de cette problématique, il y a la nécessité de mettre à la disposition des équipes d'ingénierie des outils qui vont leur permettre de faire le management du réseau dans le contexte, par exemple, des évolutions des technologies. Je vais parler, par exemple, quand on parle de 4G, 5G, on parle même de 6G. Au fur et à mesure que ces technologies-là viennent, il y a un surplus d'équipement. Voilà. Dans le contexte de la 5G, les stations BTS qui sont présentes dans le domaine de la 4G, quand on parlera de la 5G, il y aura de nouveaux équipements qui seront installés. Donc, ce qui veut dire que les ingénieurs auront encore beaucoup à faire en termes de management du réseau. Du coup, c'est là que l'intelligence, sinon machine learning, sinon automatiser certains process maintenant devient intéressant. C'est là qu'on pourra parler maintenant de machine learning. Qu'est-ce que machine learning peut faire dans ce contexte? Quand il y a ces pléthores d'équipements, ces pléthores de données qu'il faut gérer de façon optimale. Donc, si je veux aller loin dans ma présentation, je pourrais présenter un use case qui est sur le domaine de l'énergie. Je vais partager mon écran ici. Partager. Alors, Energy Deep Analytics. C'est donc ça votre projet, hein? Oui, oui. OK. Donc, ce projet Energy Deep Analytics se veut être un projet dans lequel nous allons bâtir une solution d'optimisation énergétique et de management intelligent du réseau mobile basé sur le machine learning. Voilà. Et comme je l'ai dit préalablement, j'ai situé un peu le contexte. Je ne vais pas revenir dessus. Les données que nous adressons, nous n'allons pas entrer dans les détails, c'est pour donner une vue de ce qui se passe. Nous avons des données de conso énergétique qui proviennent de certains prestataires externes. Voilà, parce que la plupart de ces sites-là sont externalisés. Donc, des prestataires externes qui font une prestation de mise à disposition de l'énergie à la société. Donc, on récupère ces données-là. On a aussi les données des équipements réseau. C'est pour cela qu'on va parler d'allocation de ressources. Les équipements réseau, vous voyez, quand un individu est connecté et qu'il trafique, c'est de la ressource qui lui est allouée pour trafiquer. Donc, cette information-là aussi, on la collecte. Et puis, d'autres informations sur le nombre de clients connectés, le trafic qu'ils font, tout cela. Et à côté de cela, donc, du coup, quels sont les différents scopes de ce projet-là? Voyez-vous, on fait de... on a nommé, sinon on a donné des noms, sinon des termes pour qualifier un peu ce que nous allons faire dans le projet. Excusez, je suis allé un peu tout devant. OK, donc ici, vous voyez, on a parlé de Advanced Annual Discovery Analysis. En fait, ça consiste à mettre en place un rapport analytique annuel de la consommation énergétique de la société. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre à la disposition du métier une application qui va leur permettre, qui va leur donner l'information sur la typicité des sites. Donc, quand je dis typicité, les spécialistes savent de quoi il s'agit déjà. Donc, une information sur la typicité des sites et faciliter l'exploration de ces sites-là via une cartographie, tout cela.
à côté de cette fonctionnalité-là, on a le Deep Sleep Mode of Base Station. Ça consiste à mettre en veille des stations de base à partir des analyses prédictives. Donc, une fois qu'on parvient à prédire l'état des cellules de stations de base, on donne un input à la machine de pouvoir désactiver certains sous-systèmes de la station de base. L'idée, c'est d'atteindre les objectifs d'optimisation. Il y a aussi les fonctionnalités de Predictive Energy Management et puis Predictive Décongestion qui consiste à tout simplement décongestionner les stations de base de façon prédictive, donc donner au moins 30 minutes d'avance aux équipes métiers, de pouvoir faire basculer les utilisateurs sur d'autres cellules de stations de base. Donc ça devient très intéressant parce que du coup, non seulement on améliore la qualité du service perçu par le client, et à côté de cela aussi, on met à la disposition de l'entreprise un moyen d'atteindre les objectifs d'optimisation énergétique. Voilà. Et puis même les atteindre des objectifs en termes d'émissions carbone, tout ça, une fois qu'on met en place toutes ces fonctionnalités. Voilà. Donc, peut-être je vais m'arrêter là pour l'instant, sinon je peux continuer. Oui, on veut bien en savoir, en fait, il y a plus de détails sur le projet, on a encore du temps. OK. Donc, alors, il y a un truc, il y a une slide qui manque. Je pense que quand on va revenir, peut-être cette slide-là, je vais la montrer. Mais je vais aller directement sur le mécanisme, la mise en œuvre. Comment est-ce qu'on met en œuvre, par exemple, le Sleep Mode of Base Station? Alors, donc, comme vous pouvez le constater ici, nous avons des stations, nos données viennent des équipements réseau, donc les stations de base. Ici, c'est la 4G que nous adressons. Donc, les données qui sont collectées viennent directement dans notre infrastructure ici, en Orange. Nous collectons ces données via certains outils d'intégration qui vont prendre ces données-là en temps réel et les ramener dans notre plateforme Big Data, ici. Donc, nous historisons du coup des données du type série temporelle et ces données-là, nous les récupérons par la suite pour l'envoyer dans notre moulinette ici. Notre moulinette ici, est composé de certains outils tels que Spark, d'un moteur de calcul. Et à l'intérieur de ce moteur de calcul-là, nous allons maintenant implémenter toute cette modélisation. Alors, il est important de dire que avant de commencer à mettre en place tous ces algorithmes ici, il y a eu un travail préalable qui a été fait. Celui de comprendre bien le besoin du métier et d'analyser la donnée avant de passer à tous ces algorithmes de façon automatisée. Je tiens à spécifier cela parce que parfois, quand les gens parlent de sciences, sinon de machine learning, ils oublient la partie pré-traitement et traitement de l'information et restitution des informations que nous avons faites. Et un alignement avec le métier des conclusions de nos analyses. C'est à la suite de ce travail-là que nous venons maintenant faire de l'automatisation. Beaucoup de personnes ignorent cette partie-là et du coup sous-estiment la durée des projets ML. Donc, je tiens à spécifier ça. Donc quand on arrive à ce niveau, nous avons fini le travail que nous avons fait avec le métier, nous sommes alignés avec eux sur nos différents sorties. Nous venons maintenant faire avec les ingénieurs machine learning et autres, fait maintenant le développement pour automatiser tous les process. C'est donc cela qui va nous permettre de maintenant récupérer la donnée depuis notre plateforme Big Data. Ensuite, nous faisons du data processing qui va consister à calculer des features. Des features, ce sont des fonctionnalités ou encore des indicateurs qui résument des comportements. Voilà, si je peux dire. Qui résument des comportements. Donc, nous captons cette information-là. Ensuite, nous décidons
de créer des profils typologiques de cellules de stations de base. Donc, ces profils typologiques-là nous permettent de dire, par exemple, c'est ça que le clustering. Donc, ces profils typologiques vont nous permettre de labelliser, du coup, nos cellules. Donc, nous faisons sortir des tendances de comportement aux heures de nuit. Donc, nous pouvons dire entre 0 et 8 heures, voici ce que nous constatons au bout d'un mois. Il y a des cellules qui sont quasi dormantes, il y a des cellules qui sont moyennement actives, et il y a des cellules aux heures de nuit qui sont full, donc qui sont très sollicitées. Donc, ces profils typologiques que nous faisons sortir ici vont nous permettre par la suite de faire un deuxième processing, c'est-à-dire faire les prédictions. Nous prédisons les états des cellules. Est-ce que la cellule est candidate à être éteinte? Est-ce que la cellule est candidate, sinon accepte, c'est-à-dire qu'il peut recevoir de la ressource parce que tout simplement, elle a un usage faible de sa ressource. Ou encore, on prédit si la cellule sera full dans 1 heure ou dans 2 heures. Donc, ce pipeline du data processing qui vient ici, c'est un pipeline qui va permettre de pouvoir faire des entraînements de classifieurs. Donc, du coup, ces classifieurs-là sont entraînés par notre moteur. Nous entraînons à partir de notre moteur Spark ML libre. Nous faisons du training et nous stockons 3 modèles. Et ces modèles-là, ce sont des modèles prédictifs qui vont permettre de prendre maintenant ici le real-time processing des données à hash qui vont venir dans ces classifieurs-là et prédire les états des cellules. Donc, tout simplement pour dire ici que quand la donnée vient à hash, il passe par les différents profils de cellules, donc par les clusters, et rentre dans le classifieur dédié au cluster. Et c'est à l'intérieur maintenant de ce classifieur-là que nous prédisons maintenant, faisons la prédiction de l'état des cellules. Et le résultat est stocké dans une autre base de données, sinon dans une autre couche, Elasticsearch, et qui sera après cela réutilisé pour d'autres actions. Donc, le switching decision, c'est un autre algorithme d'optimisation que nous faisons ici. Donc, le switching on-off decisions, il consiste à mettre, c'est-à-dire il récupère en input l'état de la cellule. C'est-à-dire qu'on dit qu'on a prédit que la cellule est candidate à être éteinte. Maintenant, nous allons décider est-ce qu'elle peut être éteinte ou bien on la reste en on. Là, nous développons ici un autre algorithme d'optimisation qui va permettre de regarder si autour de ces cellules-là, combien y a-t-il de stations de base qui sont actives. Donc, il y a un seuil que nous définissons et c'est à la suite de cela maintenant que la décision est prise et donner un input à des outils du réseau pour prendre l'action de switcher la station de base. Et tout ça, c'est basé sur énormément de data qui sont clusterés, profilés et puis filtrés par plusieurs classifieurs spécifiques. C'est ça. Je pense que si on voulait faire ce même projet en utilisant des heuristiques if-else et pas machine learning, ça aurait pris beaucoup plus de temps et beaucoup plus de complexité. Ça n'aurait pas été aussi efficace que ce module. C'est bien ça. C'est bien ça. Et je peux compléter ce que tu dis. Ces modèles heuristiques, ces modèles heuristiques-là sont utilisés par les outils actuels utilisés par les ingénieurs réseau. Ils ont des outils qui permettent de décongestionner, mais qui fonctionnent comme des systèmes experts. Ils ne prennent pas en input l'aspect prédictif. Donc, voilà. Donc, du coup, le problème qui peut survenir, c'est que c'est vrai Monsieur Daniel, voilà, il y a des ifs qui sont implémentés, mais le problème qui va survenir. Et après, en fait, pourquoi en fait je voudrais bien laisser le suspense après, car je pense que la partie que vous allez dire là, ça fait partie de la présentation de Patrice aussi. Du coup, je voudrais bien laisser le suspense là et passer à M. Kémine pour que lui aussi nous donne un use case de son côté où la machine learning a donné de meilleurs résultats. Merci beaucoup, M. Daniel. Ok, merci. Je remercie Daniel pour cette présentation. C'était vraiment trop intéressant. Il a souligné un point important, c'est la réduction du carbon footprint. Maintenant, vu les sujets de climate change, etc., donc, et que ces stations et ce cloud, ces services, ils consomment énormément.
Donc, je remercie Daniel et je passe. Donc, j'ai essayé de faire quelques slides concernant les projets sur lesquels j'ai travaillé. J'en ai choisi deux. Le premier qui interfère avec le domaine d'AutoML et le deuxième, c'est un robot humanoïde que j'avais développé. Donc, je peux partager mon écran. Oui, oui. C'est bon? Monsieur Daniel, est-ce que vous pouvez enlever le partage d'écran? Allô? Attends, j'ai arrêté le... Est-ce qu'on continue de voir mon écran? Est-ce que vous êtes en train de voir l'écran pour Amine et Patrice? Allô? Oui. Allô? Ok, On bon, bon. voit toujours ton écran, Ah, mais Daniel. attends, je vais arrêter le partage là. Oui. Bon, peut-être je profite de l'occasion pour ajouter quelque chose, en fait, par rapport à ce que Daniel a présenté. Peut-être ça va prendre une minute. C'est le fait que, en fait, dans la présentation, vous avez vu une partie classifier et une partie clustering. Et donc, en gros, le clustering, c'est du non supervisé parce que on a découvert des features de chaque cellule. Et puis, la classification, c'est du supervisé. Donc, juste pour qu'on voit un peu de manière palpable ce que c'est que le non supervisé, ce que c'est que le supervisé. D'accord. Merci beaucoup pour ces clarifications. Rien. Alors, Émile, en fait, Allô? si Est-ce qu'on vous m'entend? essayez de Allô? partager, oui, on vous entend, monsieur Amand, bonjour. Ah, d'accord, ok. Émile, est-ce que si vous essayez de partager votre propre écran, est-ce que vous pouvez la voir déjà? Démarrer le partage d'écran. Est-ce que vous la voyez ou pas? Moi, de mon côté, non. Est-ce que vous les voyez? Non, je pense que d'abord, on ne peut pas faire deux partages simultanés. Oui, Daniel, alors, est-ce que tu peux lâcher la main? Parce qu'apparemment, on voit toujours ton... Je sais pas comment ça se passe. Parce que moi, j'ai arrêté de partager. Ah oui. dans Bon. mon cas, en fait, je suis en train encore de voir le partage de monsieur Daniel, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, on peut commencer, si c'est possible, monsieur Emile, on peut commencer. Pouvez-vous nous parler de votre use case le temps qu'on peut switcher à votre présentation? D'accord. Donc, le premier use case, c'est Papay. C'est une plateforme qu'on a développée avec mon équipe, l'équipe dont je fais partie. En fait, l'idée derrière, c'est d'automatiser un tas de process dans le machine learning et data science qui sont récurrents et qui sont parfois exhaustifs. Donc, on a développé une plateforme qui automatise un peu cette chaîne depuis l'acquisition des données jusqu'à le déploiement du modèle. Donc, vous pouvez choisir les différents algorithmes avec une plateforme très, très intuitive. C'est du drag and drop. Et donc, vous pouvez faire un graphe, par la suite lancer l'exécution. Et la plateforme, elle fait plusieurs modèles en parallèle pour choisir le meilleur. Elle fait de l'optimisation, le Hyperparameter Optimization. Et elle sort également... Ah oui, je pense que je peux partager mon écran maintenant. Ok. Je ne voyais pas, voilà, j'ai vu maintenant. Vous voyez mon écran? Oui. OK. Donc voilà, ce que je disais, c'est que ce projet, il interfère avec le domaine de l'AutoML. L'idée, justement, c'est d'automatiser ces process qui sont récurrents. Et aussi, un truc important, c'est que vu le grand range des algorithmes qu'on a, on n'est pas sûr d'avoir tout essayé d'un côté. Et d'un autre, c'est l'adaptabilité de la data qu'on a aux différents algorithmes existants. Donc, la plateforme qu'on a développée, elle s'occupe de ça. Et finalement, l'utilisateur, il peut voir un tas de graphes qui montrent l'évolution des modèles, quel modèle, le bon modèle à choisir, les paramètres, etc. Et elle permet aussi d'avoir un suivi de cela. Maintenant, est-ce que cette plateforme, elle est
destiné que pour les beginners ou bien les gens qui n'ont pas forcément des compétences techniques avancées. Non, en fait, parce que moi, par exemple, je me vois parfois répéter plusieurs tâches qui peuvent être vraiment automatisées avec une bonne plateforme comme celle-là. Ça, d'un côté. D'un autre, euh, la persistance, en fait, la qualité des modèles, comme avait mentionné Daniel, peut se déterminer, comme avait mentionné, pardon, je me suis trompé du nom. Oui, par qualité, en fait, c'est M. Patrice. Exactement. Comme M. Patrice avait mentionné, la qualité de modèle, elle peut se détériorer. Pourquoi? Ben, il y a des données qui viennent, il y a le changement des comportements qui n'est pas trop rapide. Par exemple, le domaine énergétique, on ne voit pas une croissance exponentielle de consommation d'un mois à l'autre, mais il y a ce changement. Maintenant, est-ce que un data scientist ou un ingénieur, il doit constamment refaire la même tâche à chaque mois ou bien à chaque 3 mois, ou bien on peut avoir un système qui automatise cela et donc il prend en compte ces changements de patterns, il prend en compte tout ça. Donc cette plateforme, elle prend en entrée tout type de données, vidéos, images, etc. Mhm. Et, euh, et voilà. Et s'occupe aussi de l'infrastructure data, dont a parlé euh, L'infrastructure, c'est M. Daniel. exactement M. Daniel. Désolé, j'ai une très faible mémoire. Donc, dont a parlé M. Daniel. Donc, elle s'occupe notamment de cette partie-là pour faire du calcul parallélisé. Et tout cela, l'utilisateur ne devrait pas se soucier de cela. Donc, end-to-end, du début de l'insertion de données jusqu'à la génération du modèle, la plateforme s'occupe de tout cela directement. Euh, donc, voici un exemple de la plateforme. Vous voyez qu'on peut développer des graphes comme ça avec du drag and drop. On peut faire une approche zéro code. Donc, on a plus de 40 algorithmes disponibles et un point trop important, c'est l'interprétabilité. Maintenant, dans les domaines qu'on avait montré tout à l'heure, il y avait la partie neural networks et parmi les grands inconvénients de cela, c'est l'interprétabilité. C'est le modèle boîte noire, donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière, ce qui n'est pas très bien parce que on désire quand même voir comment la machine elle arrive à générer ses réponses. Donc, la plateforme inclut un module pour avoir des modèles plus interprétables et aussi du Smart Data Management, ce qui interfère aussi avec ce dont a parlé Daniel. Donc, un bon management des data, ça signifie une low carbon footprint et donc une consommation optimisée des ressources, cloud et infrastructure. Donc, le deuxième projet dont je vais vous parler, c'est un projet que j'ai fait pendant mes études, que j'avais commencé. Je suis toujours en cours de faire. C'est un robot humanoïde. En fait, l'idée derrière, c'était d'avoir une assistante. Donc, je m'ennuyais un peu seul dans ma chambre et j'ai décidé En fait, au début, le projet il était trop simple. C'était un écran qui affiche Hello, I am Sarah. Et par la suite, avec des outils d'impression 3D et des outils d'électronique embarquée, de l'intelligence artificielle, j'ai pu développer ce que vous allez voir dans la vidéo maintenant. Mais je ne sais pas si vous pouvez entendre l'audio ou pas. Vous pouvez entendre l'audio? Ça va. Pardon, vous pouvez entendre l'audio ou pas? Hey, how are you doing? I am doing fine. What about you? I'm doing well. Could you introduce yourself to my friends? Well, I am Sarah, a humanoid robot. I was created and developed by Amin Vegeta in Morocco. Sarah, tell me, what's the current temperature in the room? The current temperature is 25. I suggest that you open the window. Waouh. C'est-à-dire que pour faire ça manuellement, Pardon? et si on voulait faire ça manuellement ou bien sans IA, ça aurait été un calvaire.
Bah, c'est certain et c'est voire impossible de faire des if-else. En fait, l'approche if-else, comme avait mentionné Daniel, c'est en fait une approche qui ignore tout type de régularité qui existe. Elle suppose que tous les cas sont possibles. Donc, on a une variable qui prend 4 cas, une autre qui prend 4 cas, 16 cas, elle va générer if-else, if-else, un arbre. Alors que l'être humain, non, il n'agit pas de telle sorte. On a la loi normale, le théorème de centrale limite. Donc, l'être humain, on voit pas, on voit toujours un comportement normal, il y a une moyenne, et puis la distribution, elle varie autour de cette moyenne. Bien sûr, il y a des cas qui sont particuliers, mais généralement, voilà, si on ignore ces patterns et ces régularités dans le comportement de l'être humain, ça devient très difficile. Donc, par exemple, pour faire cela, il faut coder, je ne sais pas combien de cas. Alors que, en utilisant les mathématiques et plus la partie analyse, on peut voilà, optimiser cela. Je vais parler par la suite, je vais parler par la suite des modules existants dans ce robot. Voilà, la chose qui est wow, c'est que ça permet de voir toutes les possibilités que nous, comme humains, on pourrait pas coder, on ne pourrait pas mettre en contexte. Donc, c'est ça. En plus, ça c'est fait automatiquement. Donc, wow, déjà pour le projet, j'adore. Moi aussi, je m'ennuie. Avec le confinement, on est tous un peu. Je comprends. Merci beaucoup pour ce use case. J'adore surtout la partie robotique que vous avez utilisée. Et puisqu'on est déjà à la fin de ce panel et qu'on doit passer à notre panel, je voudrais bien demander à M. Patrice s'il voulait nous donner une dernière information, une dernière remarque avec laquelle on peut clôturer ce panel. Rapidement, par rapport à ce que j'ai compris de la présentation d'Amine, en fait, il y a une partie visualisation, donc on essaie de simuler l'être humain qui voit les choses, donc avec la détection de sa position pour pouvoir placer la tête. Et ensuite, une partie langage, donc ça c'est du NLP. Et puis derrière, de l'électronique. Donc, ça montre en fait à quel point ce projet est très bien fait et à quel point l'AI est, comment on appelle, une méthodologie qui propose beaucoup de possibilités et ça ne fait qu'évoluer en fait. Ça ne fait qu'évoluer. La preuve en est que Amine dit qu'il est en train de travailler sur son projet encore, ce qui veut dire qu'il y a encore des méthodes à utiliser pour améliorer cet algorithme. Donc, ce que je peux dire par rapport à l'AI, c'est que c'est une méthode qui ne fait qu'évoluer et en une année, elle peut prendre un bond considérable en fait. Donc, continuer à apprendre et puis c'est tout ce que je peux dire par rapport à l'AI. Parce que ça apprend comme l'humain en fait. Voilà. Du coup, vous suggérez à toute notre audience d'entrer dans ce domaine, de mettre les pieds dans l'IA et d'apprendre que ça va être le présent dans pas beaucoup d'années. C'est bien ça? Exactement, oui. On va dire, j'encouragerais tous les jeunes qui sont intéressés par ce domaine de se lancer dans l'IA, de faire des expérimentations un peu partout et puis essayer aussi d'avoir beaucoup de données parce que la donnée, c'est comment dire, c'est l'énergie qui permet d'avoir des bons modèles. C'est le Donc, point. c'est ce que je peux dire en plus par rapport à ce que j'ai vu. Ça marche. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Patrice, Monsieur Émile, Monsieur Daniel, Monsieur Armand pour votre interaction avec nous. Ça a été très fructueux, de contenu de très bonne qualité. J'espère que notre audience a bien aimé. D'ailleurs, elle a bien aimé avec les questions que j'ai eues. Et du coup, voilà, on vient de voir donc, les algorithmes derrière la machine, l'intelligence artificielle moderne, machine learning et deep learning, comment ça se diffère des méthodes traditionnelles. Mais là aussi, il y a un très bon point qu'on a introduit, c'est en fait l'explainability que M. Min en a parlé. Et du coup, bien que l'IA, ça permet d'avoir de très bons résultats, on est en train de perdre derrière de l'explicabilité. On ne peut pas expliquer pourquoi ça a fait ça, car c'est une reconnaissance automatique de patterns dans les données. Et du coup, des fois, ça peut comprendre quelque chose qui est frauduleux, qui est faux, et du coup, il y a un danger derrière. Et